Merci de regarder la télévision nationale. Les titres du journal: mettre fin au chômage à travers les petits métiers. C'est à cet exercice que s'attelle l'ASCAD. Plus de 500 jeunes ont passé le test de recrutement et les admis formeront la 5e promotion de cet établissement militaire. Le plan d'urgence de la circulation routière, l'armée est appelée à y adhérer. Ce mercredi, le chef d'état-major général des armées poursuit sa tournée dans les différentes unités. Le ministère des Sports et de la Culture a un nouveau document de politique culturelle. Il a été adopté au cours de la journée nationale de concertation présidée par le Premier ministre. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. On commence par le Conseil ordinaire des ministres. Il s'est tenu ce mercredi au Palais Sékou-Touré. Tous les membres du gouvernement autour du chef de l'État. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés. Bernard Tonguino. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État. La rencontre a permis d'aborder des questions prioritaires du moment. Comme à l'accoutumée, la séance débute par la communication du président de la République. Monsieur le président de la République a invité le gouvernement à prendre des mesures conservatoires pour préparer et favoriser le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Le chef de l'État a demandé à la ministre de l'Économie et des Finances de tenir compte de toutes les recommandations faites par la Banque mondiale suite à l'audit réalisé en 2015. Il a également insisté pour que le gouvernement Et voilà, des petits soucis avec cet élément de reportage. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. 16 opérateurs économiques privés brésiliens sont en Guinée dans le but d'investir dans l'élevage et l'agriculture. Sur invitation du président de la République, ces hommes d'affaires rentrent d'une tournée d'exploration dans 9 préfectures et des 4 régions du pays. Ils ont été reçus en audience ce matin par le président Alpha Condé. Les temps forts de cette rencontre avec Mohamed Lamine Souma. Comme fer de lance du développement socio-économique de la Guinée sous l'ère Alpha Condé. Des graines de folio en main dans un emballage industriel, le président Alpha Condé dit et répète devant des hommes d'affaires brésiliens sa ferme volonté de faire de la Guinée pays exportateur de riz et de folio en 2019. Notre objectif, au point de vue des cultures vivrières, c'est d'être suffisant au plus tard en 2019 de ne plus importer de riz. Donc nous avons lancé une très grande campagne pour la culture du riz, mais aussi du fonio et des patates et des autres produits. C'est pourquoi nous souhaitons avoir des partenaires qui peuvent faire l'agriculture moderne avec tout ce qu'il faut comme équipement et qui peuvent accompagner les petits agriculteurs pour les amener à améliorer aussi leur système de production. Nous sommes prêts à coopérer avec eux, soit dans l'agriculture, soit dans l'élevage. 16 Brésiliens, grands investisseurs dans l'élevage et l'agriculture au Brésil. Ils rentrent d'une tournée de prospection de 5 jours dans 9 préfectures des 4 régions naturelles du pays. Objectif, évaluer les potentialités agricoles et d'élevage. Une perspective de coopération rendue possible grâce à l'implication de l'ambassade de Guinée au Brésil. Nous avons pu réunir un certain nombre d'opérateurs économiques. Le premier groupe que vous avez devant vous ce soir, d'éleveurs et d'agriculteurs. Ils ont chacun en moyenne 5 000 à 10 000 têtes de bœufs et 20 à 30 000 hectares. Ils arrivent pour apporter leur expérience à notre pays. Avec l'appui de Embrapa, ils comptent sortir la Guinée de la sous-alimentation. Le porte-parole de ces riches privés brésiliens a sollicité l'aide de l'implication personnelle du président Condé en vue de rendre effectif leur rêve d'investir dans l'agriculture et l'élevage en Guinée.
Nous sommes venus pour être ensemble avec la population et le gouvernement pour développer le secteur agricole et de l'élevage. Le Brésil a commencé son développement agricole il y a 50 ans. Et nous qui sommes là, nous avons l'expérience de 20 à 30 ans. Notre présence ici, son excellence, c'est de réaffirmer l'intérêt d'échange d'expérience de ce que nous avons appris au Brésil et de développer, de transformer notre pays aujourd'hui qui est la Guinée, qui doit avoir la plus grande potentialité dans le développement agricole et de l'élevage de toute l'Afrique. En réponse, le président Alpha Condé leur a recommandé de collaborer directement avec 2 hommes d'affaires privés dans le souci, selon lui, d'éviter la lourdeur administrative et faciliter leur activité en Guinée. Sous la Première République, on avait 3 fermes, il y avait Ditine, il y avait Bokeh et Faimoria, qui avaient été faits par l'Union soviétique. Malheureusement, le régime militaire a tout abandonné. Vous avez été à Ditine maintenant, c'est en ruine. Donc nous-mêmes, on a décidé de relancer ces fermes, en commençant par Faimoria et Bokeh. Alors nous serons très heureux s'ils peuvent reprendre aussi Ditine. Nous avons un investisseur turc qui fait la viande halal en Turquie. Il était venu pour un projet, faire venir des veaux du Brésil, parce que le Brésil est à 5 heures, à 5 ou 6 jours de bateau pour faire l'élevage, pour faire l'embouche ici et avoir l'abattoir et transformer la viande à laine pour vendre chez eux. Donc il peut y avoir une possible collaboration entre cet investisseur turc et eux. Sur le plan de l'élevage, nous sommes très en retard. Nos bœufs font 200 kg, au maximum 300 kg. Nous venons de faire un accord avec le Maroc pour l'insémination. Donc nous venons d'envoyer 25 jeunes vétérinaires qui sont actuellement au Maroc pour apprendre l'insémination. Donc à partir de novembre, nous allons commencer l'insémination, à la fois pour avoir des bœufs plus gros, mais aussi avoir des vaches laitières qui font plus. Et le mois dernier, lors de mon séjour en Chine, on a été dans la province de Sichuan, qui est une grande région agricole et d'élevage. À ma grande surprise là-bas, les vaches font 70 litres de lait par jour. Donc nous avons fait un accord avec Sichuan et aussi vont venir pour nous accompagner pour l'insémination pour les vaches laitières. Selon les informations reçues de l'ambassade de Guinée au Brésil, ces 16 hommes d'affaires constituent le premier groupe d'un grand nombre d'opérateurs économiques brésiliens qui n'attendent que des signes positifs pour venir investir en Guinée. En bref et en image, le 19e congrès du Parti communiste, l'Assemblée mobilise des milliers d'adhérents du parti au Palais du Peuple de la Chine. En image, une conférence de presse des responsables. Ils expliquent aux journalistes le processus de renouvellement des instances et les défis actuels du Parti communiste chinois. Restons en Chine pour souligner que la coopération média se renforce entre les 2 pays. L'État chinois promet de renforcer les capacités techniques de la radiodiffusion-télévision guinéenne. Et des précisions avec nos envoyés spéciaux à Pékin, Mohamed Lamine Kaba, Mahmoud Bari. En plus de la coopération bilatérale, les échanges, la formation, l'assistance et autres partenariats, la maison chinoise de production de programmes et de diffusion Star Times s'engage aux côtés du gouvernement à renforcer les capacités de la radiodiffusion-télévision guinéenne. Une opération de modernisation et de migration de l'analogique vers le numérique. Une dynamique du président de la République pour améliorer le confort d'écoute, mais aussi et surtout l'accessibilité des populations aux médias du service public. Le contrat avec la Guinée est déjà signé. Comme il s'agit d'un grand projet dont le montant est beaucoup, donc on est en train déjà de faire de lever le financement. Et même votre président de la République est venu lui-même ici à notre siège et il a fait une grande attention à notre projet. Donc une fois le financement du projet est mis en place, l'exécution sera très vite faite. Bien sûr, Ce programme de migration initié par les autorités permettra à la radiodiffusion-télévision guinéenne d'être plus compétitive en matière d'audiovisuel sur l'échiquier national et international.
En marge des assemblées annuelles, cette semaine, le groupe de la Banque mondiale et du FMI a tenu une conférence sur l'état de l'Afrique, une rencontre qui a pour objectif de qualifier le système éducatif dans les pays africains. Le ministre du Budget présent à cette assise apporte des solutions à la problématique. Suivez le compte-rendu de Fatmata Samora, notre correspondante basée à New York. À Washington, l'état de l'Afrique s'invite dans les débats. Dans un tableau dressé par des spécialistes du développement, l'on comprend aisément que l'Afrique renoue avec la croissance, une émergence qui s'explique par l'amélioration de la qualité des investissements dans les secteurs productifs. Dans ce même tableau, les économistes mettent en exergue l'importance de l'éducation. Un secteur jusque-là classé dans le domaine du social. Il faudrait que, de part et d'autre, que nous considérions l'éducation comme un secteur productif et qu'on investisse là-dedans. Et cela nous conduit bien sûr à se pencher sur la formation des formateurs. Nous savons ce que ça représente chez nous comme faiblesse. Revoir en tout cas la géographie d'implantation des différents centres de formation et améliorer la qualité de l'éducation, s'assurer aussi que les enseignants sont en classe. Enfin, il faudrait aussi que les parents s'impliquent. En Guinée, le diagnostic du système éducatif est déjà posé. Des plans de redressement sont proposés. Des mesures d'urgence devraient entrer en vigueur dès cette année académique. Objectif, qualifier l'enseignement. Un combat que le pays mène avec le soutien de la Banque mondiale. Et comment vaincre le chômage en Guinée? L'Agence du service civique d'action pour le développement encourage l'apprentissage de petits métiers chez les jeunes. 380 sont recrutés pour être inscrits à l'école d'enseignement professionnel de Conakry. Et c'était à l'issue d'un test de l'établissement civilo-militaire. Les explications avec ça, Marathon. Titulaires des diplômes universitaires ou d'écoles professionnelles pour certains, redoublant du baccalauréat et du BEPC pour d'autres, ces jeunes ont décidé de prendre désormais leur destin en main. Leur nouveau plan de réussite consiste à apprendre un petit métier. Pour y parvenir, ils sont venus passer leur test d'admission à l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD. La prévention et la sécurité, l'hôtellerie, la mécanique, la plomberie ou encore la maçonnerie sont parmi la dizaine de métiers de cette école. Je veux suivre la menuiserie aluminium parce que c'est une branche technique aussi et le pays en a besoin. Pour accéder à cette école de formation professionnelle, les 700 candidats au texte de recrutement sont soumis à 2 épreuves. La première consiste à vérifier l'état de santé physique et morale du postulant à travers des exercices corporels et un examen médical. La seconde, quant à elle, est axée sur le niveau de formation du candidat. À l'issue de ces épreuves, 380 parmi eux seront retenus. Il y a le test d'aptitude physique qui consiste à déterminer si le jeune est physiquement apte. Parce que à l'ASCAD, il y a le sport, la formation hors de série militaire qui fait partie du processus de formation. Ensuite, il y a le test d'illettrisme. C'est comme ça que nous l'appelons. C'est un test de repérage des niveaux. Depuis sa création en 2011 par le président de la République, le professeur Alpha Condé, plus de 3000 jeunes sont déjà passés à l'ASCAD. Grâce aux stages pratiques que cette école civilo-militaire offre à ses apprenants au sein des entreprises, plus de 70% de ces jeunes ont déjà réussi à vaincre le chômage. Au SCAD, nous avons quelque chose peut-être qui fait la particularité, c'est la formation citoyenne, la formation civique et citoyenne que le SCAD donne à ces jeunes d'abord. Ensuite, peut-être après la qualification professionnelle, il s'agit du suivi que le SCAD assure pour ces jeunes pour qu'ils se prennent en charge en allant travailler, par exemple, dans des structures qui sont affiliées ou bien qui sont partenaires au service civique d'action pour le développement. Former pour réussir est le credo de cette initiative présidentielle. Avec l'appui technique de l'armée française, l'ASCAD compte élargir son champ d'application à l'intérieur du pays.
Objectif est de donner beaucoup plus de chances aux jeunes Guinéens de suivre ces formations professionnelles. Ça y est, le code de la marine marchande est révisé. Ce nouveau code tient compte des recommandations du corps de garde-côte américain. Le défi à relever est comment sécuriser le trafic pour positionner le port autonome de Conakry comme terminal de transit des pays africains sans façade maritime. Le récit, c'est avec Fodé Camara. La révision du code de la marine marchande va permettre de jeter une passerelle entre le secteur maritime et portuaire de la Guinée et les acteurs de l'industrie maritime mondiale. Entre autres avantages, ce toilettage du vieux code tiendra compte des exigences des gardes-côtes américains. Des gardes-côtes qui s'investissent depuis 10 ans pour le respect scrupuleux du code ISPS de sûreté des navires et des installations portuaires. Toutes les recommandations à 90% ont été exécutées. Il reste 10% et nous attendons des barrières pour finaliser les recommandations des gardes-côtes américains. Dans les mois à venir, vous trouverez qu'il y a plus d'ordre dans le port que maintenant. Ils avaient même demandé de délocaliser la mosquée à l'intérieur du port. Madame la directrice générale est en train de construire une mosquée en dehors du port. Ils ont demandé de goudronner le port, on attendait les pluies pour goudronner le port. Nous nous mettrons à l'œuvre bientôt pour respecter ce qu'ils ont dit. À l'image des autres ports, la réglementation actualisée et nous tiendrons compte de tous ces éléments pour renforcer la sécurité au niveau du port autonome de Conakry. L'autre dispositif de sécurité et de fluidité mis en œuvre est lié à la réorganisation des déplacements et du stationnement des camions dans l'enceinte portuaire. Un dispositif assorti de pénalités. Dans le cadre de l'application des règlements de police, il a été mis en place, comme vous pouvez le voir, les pénalités. Un camion qui passe la nuit au port de Conakry, sans programme, qui va payer 650 000 francs par camion. Donc l'instruction a été donnée par la direction générale et son application a été de rigueur. Donc depuis qu'on a instauré cela, nous avons réussi à assurer la fluidité. La cadence de débarquement au port qui avoisinait les 300 tonnes par jour, 500 tonnes par jour, aujourd'hui varie de 1500 tonnes à 2000 tonnes par jour. Après 3 jours de travaux, un rapport diagnostique sera établi par les experts et les acteurs du secteur maritime. Un secteur marchand très concurrentiel. Face à cette concurrence, la révision du code de la marine marchande est susceptible de baliser la voie pour permettre à l'économie maritime guinéenne de tenir la dragée haute dans la compétitivité et la valorisation des métiers de la mer. La deuxième journée ce mercredi de la tournée de sensibilisation du chef d'état-major général des armées dans les différentes unités de la capitale. Et cette fois, il est en compagnie du chef d'état-major de l'armée de terre, comme nous vous le disions dans nos éditions précédentes. C'est une tournée pour inviter la Grande Muette au respect du plan d'urgence de la circulation routière. Commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Poursuivant sa tournée dans les états-majors et les grandes unités de la capitale, le chef d'état-major général des armées a ordonné à l'inspecteur général adjoint des armées de faire la lecture de la lettre portant sur la mesure d'urgence de la circulation routière. Cette action qui vise à dégager les artères, mais aussi à mettre de l'ordre dans la circulation routière, impose le respect des lois et règlements par tous les usagers en vue d'atteindre les objectifs visés par le gouvernement. À cet effet, je vous saurai gré des dispositions que vous ferez prendre par le chef d'état-major général des armées et le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, pour la sensibilisation dans les unités militaires de la capitale, pour solliciter non seulement leur adhésion, mais aussi leur soutien dans l'exécution des actions inscrites dans la phase opérationnelle du plan d'urgence. Le général de corps d'armée Namouri Traoré a en outre invité les commandants d'unité à faire une large explication à la troupe du code de conduite des militaires. Il a ensuite éclairé la lanterne des uns et les autres sur le respect de ce plan opérationnel d'urgence. J'invite les commandants d'unité à une meilleure explication de tous les documents qui ont été élaborés dans le cadre de la réforme secteur défense de sécurité. Il ne s'agit pas
d'élaborer les documents, mais il faut les maîtriser, leur mise en application. Et la réforme est rentrée dans sa phase active. Monsieur le chef d'état-major, je vous invite à une meilleure exploitation de tous ces documents pendant les séances d'instruction. Le chef d'état-major général des armées est entouré au cours de cette tournée de sensibilisation sur le respect de ce plan opérationnel d'urgence par ses proches collaborateurs. Le sujet santé du jour s'intéresse à la célébration de la Journée internationale de la vue. Le combat cette année est de réduire la cécité. En Guinée, des soins et des consultations gratuits vont marquer l'événement. On fait le point avec Solido Kira. En Guinée, les affections oculaires sont parmi les problèmes de santé les plus courants. Le programme national de santé oculaire estime le nombre de personnes non-voyantes à 50 000. 80% des victimes ont plus de 60 ans. Pour faire reculer la cécité, le pays a signé depuis 2002 la Déclaration mondiale de soutien à la vision 2020, le droit à la vue. La stratégie de la vision 2020 repose essentiellement sur la lutte contre la maladie, en facilitant la mise en place de programmes de lutte contre les principales causes de cécité, le développement des ressources humaines par l'appui à la formation d'ophtalmologistes et des autres personnels fournissant des soins oculaires, le développement des infrastructures et des technologies appropriées afin que les soins oculaires soient plus accessibles à toute la population. 50% des malades guinéens de cécité sont des cas de cataracte. À l'occasion de la Journée internationale de la vue, des actions concrètes sont envisagées par le ministère de la Santé pour réduire l'incidence de la maladie, particulièrement dans les régions les plus touchées. Un service gratuit de chirurgie sera également organisé à l'attention des aveugles de cataracte dépistés au service d'ophtalmologie de l'hôpital régional de Farana. Ainsi, 300 aveugles de cataracte pourront ainsi bénéficier de cet appui gracieux. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de santé oculaire et les services ophtalmologiques du pays, offrira ce jeudi 19 octobre 2017 des consultations gratuites et des soins à toutes les personnes souffrant d'un problème visuel. Plus qu'un problème de santé publique, les pathologies oculaires constituent un frein à la productivité. La Journée mondiale de la vue est une opportunité pour prévenir et traiter tous les cas de cécité évitables sur le territoire national. Et pour être plus complet sur ce sujet, j'ajoute qu'à partir du 25 octobre, il est prévu une campagne de chirurgie de la cataracte pour 300 patients dans la préfecture de Farana. La première journée nationale de concertation pour la validation de la nouvelle politique culturelle. Le document est obtenu. Il est réalisé suite à une enquête menée sur le terrain par le département. Et dans ce document, tous les acteurs culturels sont pris en compte. Marie-Angélique Pangoura était de la partie. Le document sur la nouvelle politique culturelle de la Guinée compte 102 pages. Il aborde tous les éléments qui concourent à une meilleure visibilité des activités culturelles du pays. Des acteurs délégués auparavant par le ministère en charge de la culture ont pu ressortir les acquis et les défis de la culture guinéenne. La nouvelle politique culturelle nationale ne consistera pas à nier ses acquis, mais plutôt à favoriser les synergies et à renforcer les dynamiques amorcées tout en ouvrant la voie à des nouvelles initiatives pour de nouveaux acteurs dans un souci de pertinence et d'équité sociale et géographique dans un projet culturel de tous les Guinéens voulu par tous et mis en œuvre par tous les Guinéens. Les partenaires comme l'UNESCO et l'OIF félicitent le ministère de la Culture. Avec ce document, les deux partenaires se fixent déjà des objectifs clairs. Des propositions, mais aussi des engagements sont pris pour booster l'élan de valorisation et de conservation des œuvres culturelles en Guinée. L'enjeu est de permettre aux acteurs culturels de bénéficier du fruit de leur création. Intérêt global pour la culture, un concept nouveau est en train d'émerger, celui de la durabilité culturelle, qui se définit comme la conservation et la perpétuation des cultures à travers la valorisation et le respect de l'héritage culturel qui doit sous-tendre les politiques culturelles nationales comme celle qui nous réunit ces jours.
L'UNESCO se félicite de l'existence de cette politique culturelle ici en Guinée et je voudrais dire notre détermination et mon engagement personnel à la soutenir. L'OIF se félicite de cette approche inclusive associant tous les départements ministériels concernés par la question du développement des industries culturelles. Les institutions, les collectivités territoriales, les créateurs et les entrepreneurs culturels à travers le regroupement et instances collectives de représentation dans la réalisation de ce document politique. Dans ce prolongement, l'OIF souhaiterait également le renforcement des complémentarités avec les autres partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale et à une coopération culturelle avec la Guinée. Dans ce nouveau chantier de coopération entre la Guinée et les partenaires internationaux, le gouvernement guinéen s'implique. À travers ce projet, les écrivains, les créateurs de mode, les artistes chanteurs, les promoteurs culturels, les sculpteurs, entre autres, pourront désormais voir leurs produits prendre un élan de développement. J'invite donc les participants à examiner sans complaisance ce projet de document afin de doter notre pays d'un excellent document de politique culturelle. En effet, comme vous le savez, dès l'accession de notre pays à la souveraineté, le jeune État s'est doté d'une politique culturelle dont la mise en œuvre avait permis à la Guinée de se hisser parmi les pays les plus en vue pour la défense et l'illustration de la culture africaine. La validation et l'exécution de ce document serait un atout pour la Guinée aux yeux des partenaires. Des partenaires qui souhaitent voir ce projet réussi au bénéfice des acteurs, créateurs d'emplois culturels. À traquer les réseaux de pirates des chaînes de télévision, la question est en débat à Conakry. La représentation de Canal+ en Guinée veut démanteler ces réseaux. Pour l'heure, une collaboration entre le groupe et les institutions judiciaires est envisagée afin de freiner cette pratique illicite. Valérie Talimane, Adama Elsa Traoré. Présent en Guinée depuis plus de 20 ans, le groupe Canal+ contribue au développement commercial et à la distribution de ses bouquets sur l'ensemble du territoire. Depuis, ce groupe de distribution multiplie ses chaînes et son plan tarifaire au profit des abonnés. Mais actuellement, le groupe est victime d'un piratage par des réseaux locaux à travers un système dénommé Câble Distribution. Aujourd'hui, Canal+ compte déployer des actions pour sécuriser ses produits. Ce piratage est là depuis les années 2000, est là depuis très longtemps en Guinée et plus largement en Afrique de l'Ouest et même dans toute l'Afrique. En Guinée, on décide de prendre ce problème à bras-le-corps maintenant, donc en 2017, et nous avons pu faire d'autres opérations pour freiner l'activité de ces opérateurs pirates dans d'autres pays, par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pour citer les pays voisins, également au Cameroun. Et donc on va aujourd'hui mettre en œuvre ces pratiques d'anti-piratage en Guinée. Pour gagner cette lutte, le groupe Canal+ souhaite passer par des voies institutionnelles et juridiques. Une manière de faciliter le contrôle et la régulation des services de distribution afin de démanteler les réseaux pirates existants. Nous, justement, on sait quels sont les faux abonnements, mais ce ne sont pas ces populations-là qui nous intéressent. Nous, on veut accéder à la tête de réseau. Quelqu'un qui paye un abonnement d'un pirate n'a pas à être sanctionné par nos soins. Par contre, la personne qui l'a alimenté doit être sanctionnée par nos soins et à l'aide, justement, des forces de l'ordre qui sont les seules dans l'État guinéen à pouvoir révoquer ou mettre à pied cela. Le piratage en Afrique affecte négativement l'image de la propriété intellectuelle et selon des sources, il nuit également à l'investissement au quotidien. Plus de 56 milliards de francs guinéens par an sont générés par ces structures sans aucune recette fiscale au détriment de l'économie audiovisuelle locale. Et c'est ce qui nous conduit à l'actualité africaine et internationale. À Madagascar, pour commencer, la peste continue de sévir dans le pays. On enregistre déjà 74 morts. De l'autre côté, en Catalogne, il y a des manifestations contre l'incarcération de 2 indépendantistes. Et pendant ce temps, la Suisse se prépare à recevoir le plus grand aquarium d'eau douce de l'Europe. Voilà ce qui domine l'actualité ces dernières heures en Afrique et dans le monde. Daouda Tambansila pour le commentaire.
L'épidémie de peste continue toujours de sévir à Madagascar. Déjà plus de 800 cas ont été recensés sur le territoire de la Grande Île. Elle s'est déclarée il y a 2 mois et continue à se propager, notamment dans sa capitale. On dénombre déjà 74 morts selon un nouveau bilan publié mardi par les autorités locales. La peste réapparaît presque chaque fois à Madagascar. Mais cette année, l'épidémie a débuté dès le mois d'août et s'est propagée aux grandes zones urbaines, contrairement aux précédentes épidémies. L'OMS, des ONG comme la Croix-Rouge sont venus à la rescousse des autorités en livrant plus d'1 million de doses d'antibiotiques. Des milliers de Catalans sont descendus dans la rue mardi contre la mise en détention de 2 responsables indépendantistes. Ils sont inculpés de sédition alors que la crise entre Madrid et les séparatistes est de plus en plus aiguë. Il s'agissait du dernier soubresaut de la crise opposant les séparatistes au pouvoir en Catalogne, une région où vivent 16% d'Espagnols. Le plus grand aquarium-vivarium d'eau douce en Europe, Aquatis, ouvre ses portes samedi à Lausanne, en Suisse. Il doit accueillir environ 10 millions de poissons en provenance de tous les continents. C'est la dernière ligne droite pour l'Aquatis à Lausanne avant l'ouverture de ses portes au public samedi. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour boucler ce chantier qui a déjà connu plusieurs retards. Mardi, nombre d'aquariums semblait encore être vide. Et on revient sur le Conseil ordinaire des ministres. Il s'est tenu ce mercredi au Palais Sékou Touré. Tous les membres du gouvernement autour du chef de l'État, plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés. Bernard Tonguilo. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État. La rencontre a permis d'aborder des questions prioritaires du moment. Comme à l'accoutumée, la séance débute par la communication du président de la République. Monsieur le président de la République a invité le gouvernement à prendre des mesures conservatoires pour préparer et favoriser le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Le chef de l'État a demandé à la ministre de l'Économie et des Finances de tenir compte de toutes les recommandations faites par la Banque mondiale suite à l'audit réalisé en 2015. Il a également insisté pour que le gouvernement poursuive les réformes destinées à optimiser, sécuriser et rendre plus transparent le processus de passation des marchés publics et l'organisation des services financiers au sein des ministères. Dans le cadre de l'assainissement des marchés publics, le président de la République a instruit les départements concernés à procéder à des enquêtes afin de déceler les véritables propriétaires des entreprises passant des marchés avec des entités publiques. Le président de la République a demandé au ministre en charge des Transports, en relation avec le ministre directeur de cabinet à la présidence, de trouver une solution définitive à la question du contrôle technique des véhicules en proposant les actes nécessaires à cet effet. Le chef de l'État a également instruit le ministre de lui faire un état d'avancement des discussions autour du projet Métrobus. Le chef de l'État a invité le ministre en charge des Finances à achever les négociations relatives au financement de projets avec Exim Bank et ICBC avant fin décembre. Enfin, le président de la République a demandé au ministère concerné d'intensifier les contrôles de qualité et de prix des denrées destinées à la consommation. En outre, le gouvernement annonce que, comme il l'a fait avec l'anacarde, il a décidé d'accompagner les agriculteurs qui produisent le fonio, le sumbara, la patate douce, le beurre de karité, le taro et l'igname pour donner plus de valeur à ces produits et plus d'importance à la production. À ce titre, le gouvernement a mis à disposition des machines pour transformer tous ces produits en produits finis. Une structure de rachat de ces produits a été mise en place également, non seulement pour accompagner les productrices et producteurs, mais aussi pour faciliter leur travail et leur assurer un débouché par le rachat de toute la production. Après la communication du chef de l'État, place aux exposés des chefs de département ministériels. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a soumis au Conseil le projet de loi portant création et attribution de l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable. La ministre de l'Économie et des Finances, elle, s'est exprimée sur les règles de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics.
Pour sa part, le ministre de l'Administration des Territoires et de la Décentralisation a présenté le projet de loi portant création de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC en abrégé. Ces différentes questions soulevées ont été débattues par le Conseil des ministres. Plusieurs décisions sont prises. 1. Le Conseil adopte le projet de loi portant modification des articles 12 et 13 de la loi 2012-020 CNT du 11 octobre 2012 fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et de délégation de services publics, sous réserve de la prise en compte des observations pertinentes formulées. 2. Le Conseil adopte le projet de décret portant création et régime financier de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC, sous réserve de la prise en compte des observations pertinentes formulées. 3. Le Conseil adopte le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable, sous réserve de la mise en forme juridique du texte au regard des observations faites. 4. Le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle composée des ministres en charge de la fonction publique, des mines, des télécommunications, des finances, du budget et le ministre directeur de cabinet à la présidence pour élaborer un cadre légal général régissant les autorités de régulation. Au titre des divers, la ministre de l'économie et des finances a informé le Conseil qu'un accord au niveau des services du FMI a été atteint sur un programme de politique économique et de réforme qui pourrait être appuyé au titre de la facilité élargie des crédits. Le ministre du Commerce a informé de la tenue d'un forum sur le commerce international organisé en collaboration avec une banque de la place le 20 octobre prochain à Conakry. Le ministre de la Santé a pour sa part informé le Conseil du renouvellement du bureau de l'ordre des pharmaciens le dimanche 15 octobre dernier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur la télévision guinéenne. Bonsoir. Besoin de sécuriser vos biens et vos entreprises, votre environnement? Choisissez Sécurité Plus, une surveillance à votre service. Pour des entreprises publiques et privées, au service de vos populations.